Emma appuya sa petite main contre la vitre givrée, son souffle formant de petits nuages alors qu'elle plissait les yeux pour scruter la neige tourbillonnante. C'est à ce moment-là qu'elle l'aperçut, une forme sombre au milieu du blanc, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. « Arrête la voiture !» hurla-t-elle, sa voix déchirant le léger ronronnement du moteur. Mark pila sur les freins, le véhicule dérapant dangereusement sur la route glacée. « Il y a un chien là-bas ?» Emma s'emmêlait déjà les doigts sur la boucle de sa ceinture, ses petites mains tremblantes d'urgence. À travers le blizzard qui s'intensifiait, la silhouette du berger allemand devint plus nette. Cet animal, jadis majestueux, était maintenant affaissé contre un tronc d'arbre, le pelage couvert de glace et une corde lui entaillant le cou. « Il est en train de mourir », murmura Emma, les larmes gelant aussitôt sur ses joues. Le thermomètre affichait moins 27 degrés Celsius. Le regard du chien, à peine ouvert, croisa le sien à travers la vitre. Dans ce bref instant, quelque chose passa entre eux, l'ultime appel au secours d'une créature qui avait déjà perdu tout espoir. Ce qui arriva ensuite allait bouleverser toute une ville, révéler une obscurité que personne ne voulait admettre et prouver que parfois, les plus petites mains peuvent faire preuve d'un courage immense. Parce que la petite Emma Wilson, 6 ans, était sur le point de tout changer. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire, en précisant la ville depuis laquelle vous nous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Emma Wilson, 6 ans, n'avait pas prononcé plus d'une douzaine de mots depuis les funérailles de sa mère, 3 semaines plus tôt. L'accident de voiture l'avait laissée orpheline de mère et semblait-il sans voix. Son univers s'était brisé en autant de débris que nul adulte n'arrivait à recoller. Ce matin-là, on la transportait au beau milieu d'une des pires tempêtes de l'hiver, jusqu'au seul parent encore en vie capable de la prendre chez lui. Un grand-père qu'elle connaissait à peine. Recroquevillée dans son siège, Emma serrait fort son vieux lapin en peluche, son unique lien tangible avec le avant. Tout en fixant le paysage enneigé sans fin, elle observait tout avec une attention aiguë, surtout lorsqu'il s'agissait d'animaux. L'été dernier, elle avait sauvé un rouge-gorge tombé du nid alors que tout le monde le croyait perdu. Quand le chat de la voisine avait disparu, c'est Emma qui l'avait découvert, piégé au fond d'un vieux puits abandonné. Les animaux parlaient un langage qu'elle comprenait mieux que les mots des humains, surtout depuis que la voix de sa mère s'était éteinte pour toujours. Le nord du Minnesota, figé sous la neige, reflétait l'état intérieur d'Emma, rude, impitoyable, mais d'une beauté âpre dans sa désolation. Timberlake était une bourgade de 2000 habitants à peine, accrochée à la survie malgré la fermeture de la Syrie, 3 ans plus tôt. Les devantures vieillies de la rue principale arboraient des panneaux du Galway et des pick-up plus âgés qu'Emma sillonnait prudemment les routes enneigées. Sous ces cartes postales hivernales se cachait la misère économique et des moyens de subsistance douteux pour certains. Les gens préféraient éviter d'en parler ouvertement, mais un malaise flottait dans l'air. Le blizzard qui s'abattait maintenant sur la région avait coupé la petite ville du reste du monde, la transformant en une île de neige et de secrets. Mark Peterson, la quarantaine, tenait fermement le volant de son vieux SUV, regrettant un peu d'avoir accepté de transporter Emma pour rendre service à une connaissance. Il n'était ni à l'aise avec les enfants, ni avec le deuil. Son propre passé lourd ne faisait qu'ajouter un poids de plus à porter, alors qu'il aurait dû juste ramener cette fillette chez son grand-père, Thomas Wilson, un homme qu'il ne connaissait pas. À 70 ans, Thomas Wilson n'était pas tellement mieux outillé pour une garde imprévue. Autrefois vétérinaire respecté, il s'était retiré de la vie publique après une succession de drames personnels. Le shérif Robert Miller, lui, exerçait un contrôle serré sur la ville, usant de sa position pour choisir quand fermer les yeux et quand intervenir. Et la docteure Sarah Johnson, médecin dévouée, faisait figure de rare soutien dans cette petite clinique rurale, le seul établissement de santé dans un rayon de 20 milles. Le vieux SUV peinait à avancer dans les congères, ses phares ne perçant guère la muraille de neige qui dégringolait du ciel. Mark se penchait en avant, crispé sur le volant, tandis que les essuie-glaces balayaient inlassablement des volutes blanches. « Encore 20 minutes, je pense, si la tempête ne nous enterre pas avant », marmonna-t-il, son regard préoccupé rivé sur la jauge d'essence. Il leur restait un demi-réservoir, ce qui devrait suffire, en théorie. À l'arrière, Emma serrait son sac contre elle, le regard absorbé par la danse hypnotique des flocons. Elle n'avait pas dit un mot depuis leur départ de Duluth, 3 heures plus tôt. Le silence était devenu pesant dans l'habitacle. « Et on arrive bientôt chez ton grand-père » reprit Mark à mi-voix, autant pour se rassurer lui-même que pour informer Emma.
La SUV heurta alors une plaque de verglas et glissa de côté. Marc rattrapa la trajectoire au dernier moment. « Désolé, gamine, dit-il, la voix tendue. » Les yeux d'Emma, jusque-là rivés sur la route, se détournèrent de soudain vers la lisière boisée qui bordait l'autoroute. La vision de ces arbres massifs engourdis par la neige la troubla. Elle sentit confusément qu'il s'y passait quelque chose. Soudain, elle distingua une ombre plus sombre entre les troncs enneigés. Elle appuya son visage contre la vitre pour mieux voir, serrant les paupières dans la lumière fantomatique des phares. Un chien gigantesque, attaché à un arbre, presque enseveli sous la neige. Sa tête pendait, et tout dans son attitude respirait l'agonie. Emma eut la gorge nouée en reconnaissant la race. Un berger allemand comme celui que Madame Lawson possédait autrefois. « Arrête !» cria Emma, rompant soudainement son mutisme. « Arrête la voiture, il y a un chien attaché à un arbre !» Marc sursauta, observa le rétroviseur, la tempête qui rugissait, et tout son être lui disait de continuer sans s'arrêter. Ils étaient déjà en retard, le blizzard s'intensifiait, et sa mission était de mettre Emma en sécurité, pas de s'aventurer dans la forêt glacée. « S'il te plaît, » implora Emma, la voix brisée par un sanglot naissant. « Il va mourir. » Il y eut un long moment d'hésitation, puis Marc lâcha un juron dans sa barbe, appuya sur les freins, et gara tant bien que mal le SUV sur le bas-côté. « Reste dans la voiture » ordonna-t-il en enfilant ses gants. « Je vais aller voir. » Mais Emma avait déjà retiré sa ceinture, sa petite bouche se tordant de détermination. « J'y vais aussi » dit-elle sans équivoque. Marc voulut protester, mais au vu de l'aplomb de l'enfant, il renonça. « Très bien, mais tu ne me lâches pas la main et si je te dis qu'on fait demi-tour, on fait demi-tour. » Elle acquiesça, déjà en train d'ajuster son bonnet rose. Ils sortirent dans un monde entièrement blanc, où le vent arrachait littéralement l'air de leurs poumons. Les cristaux de neige leur cinglaient le visage comme des aiguilles glacées. Marc agrippa la main d'Emma, et ils remontèrent laborieusement la route, suivant les traces de pneus qui s'effaçaient à vue d'œil sous la neige. Près de 5 minutes plus tard, après avoir lutté contre les bourrasques et des congères leur arrivant parfois aux genoux, Marc en vint à se demander si Emma n'avait pas rêvé. Il ne distinguait rien si ce n'est une muraille d'arbres gorgée de neige. Mais la fillette, elle, lâcha la main de Marc et s'enfonça davantage entre les troncs. « Emma, reviens !» cria Marc. Elle s'arrêta devant un pin imposant et s'accroupit. Marc, à bout de souffle, la rejoignit. Il réalisa alors, le cœur serré, que ce n'était pas un amas de neige, mais bien le corps d'un chien. Un berger allemand pratiquement enseveli, la corde gelée qui le retenait fermement au tronc. Les yeux de l'animal, mi-clos, ne réagissaient même plus au contact d'Emma, qui tentait déjà d'écarter la neige de son pelage glacé. « Qui pourrait faire ça ?» murmura la fillette, la voix brisée par l'horreur. Effectivement, quelqu'un avait voulu que ce chien meure ici, attaché dans une lente et douloureuse agonie. « On doit le libérer » fit Emma, son ton redevenu ferme. « Tu as un couteau ?» Marc sortit un canif de sa poche et malgré ses doigts, gourds par le froid, entreprit de scier la corde. Pendant ce temps, Emma s'agenouillait contre le chien, essayant de le réchauffer de son petit corps, ses larmes tombant sur le pelage. « Je te jure qu'on ne te laissera pas là » chuchota-t-elle dans l'oreille du chien. Lorsque la corde céda enfin, Marc prit délicatement le grand chien dans ses bras. Il s'attendait à un poids considérable, mais la bête était plus légère que prévu, la maigreur évidente. La tête du berger tomba sur son épaule, les yeux presque inertes. « Allons-y, on rentre à la voiture au plus vite. » Le retour jusqu'au SUV fut encore plus ardu. Le vent redoublait de force, la neige fouettant leur visage à l'horizontale. Emma ouvrait la marche, se retournant souvent, pour s'assurer que Marc ne lâchait pas le chien. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'habitacle, leurs visages étaient rougis et brûlants de froid. Marc parvint à ouvrir la portière arrière d'une main, allongeant la bête sur la banquette. Emma se glissa aussitôt à côté, retirant même son manteau pour le poser sur l'animal grelottant. « Emma, garde ta veste !» protesta Marc, craignant pour la santé de la fillette. Mais le regard d'Emma, résolu, mit fin à la discussion. Marc alluma le chauffage à fond et sortit une couverture de survie de sous le siège passager, la passant à Emma. « Enveloppe-le avec et remets quand même ton manteau en dessous. Il ne faudrait pas que tu congèles, toi aussi. » Emma accepta à contre-cœur, puis se remit à frictionner doucement les pattes du chien pour ranimer la circulation. Marc, lui, fixait le rétroviseur où il voyait Emma, si minuscule et si obstinée, lutter contre la mort du chien. Où avait-elle appris les gestes pour traiter un animal en hypothermie? Marc secoua la tête et enclencha la marche avant. Le SUV avança un moment dans la blancheur tourbillonnante.
Au bout d'un demi-kilomètre à peine, le véhicule se mit à vibrer, la direction tirant violemment sur la droite. « Oh non, non, non !» et apesta Marc tentant de maîtriser la trajectoire. Un coup de vent les frappa de plein fouet, et soudain la voiture se mit à glisser en crabe. Marc braqua dans le sens de la dérive, mais trop tard. Les pneus quittèrent la route et plongèrent dans un fossé rempli de neige, s'y enfonçant avec un bruit sourd. L'impact projeta Emma contre sa ceinture, et le chien faillit glisser au sol. « On est coincé ?» demanda Emma, la voix tremblante de peur. Marc enclencha la marche arrière, puis la première. Les roues patinaient, creusant encore davantage le trou. Il laissa retomber sa main sur le volant, soupirant de dépit. « Oui, on est bloqué, mais il nous reste de l'essence. On peut faire tourner le moteur un moment pour avoir du chauffage. » dit-il sans oser finir sa phrase. S'il venait à manquer de carburant, Emma demeurait auprès du chien, qui semblait replongé dans la torpeur. « Il se refroidit encore ?» fit-elle, sa voix presque inaudible. Les options étaient franchement mauvaises, rester et risquer la panne sèche, ou affronter la tempête à pied en espérant trouver de l'aide. Le chien, quant à lui, ne survivrait sans doute pas sans soins immédiats. « D'accord », dit Marc en refermant la carte. « Alors on se prépare bien, on ne peut pas se permettre d'erreur dehors. » Ils enveloppèrent le berger allemand dans la couverture de survie et la veste de rechange de Marc. Il improvisa un harnais avec un morceau de corde pour mieux répartir le poids du chien sur son dos. Emma, quant à elle, s'habilla de toutes les couches dont elle disposait. « Tu restes tout près de moi », insista Marc. « Si tu te sens trop fatigué, tu me le dis tout de suite, ok ?» Emma incline la tête. « D'accord, mais je n'abandonnerai pas. Pas tant que lui est en danger. » Marc fut presque inspiré par la résolution de la fillette. Une fois prêts, ils quittèrent la relative sécurité du SUV pour se jeter dans la tempête. La traversée du champ enneigé fut un supplice. Chaque pas les enfonçait jusqu'aux genoux. Le vent glacial leur fouettait le visage et leur arrachait le souffle. Le chien paraissait encore plus lourd, ou peut-être était-ce Marc qui manquait de force à mesure qu'ils avançaient. Emma trébuchait presque à chaque pas, s'extirpant de congères plus hautes qu'elle, mais elle ne se plaignit jamais. La lueur semblait ne jamais se rapprocher comme un mirage. Marc répétait « on est presque arrivé » sans y croire lui-même. Cela dura peut-être 20 minutes ou bien 1 heure. Impossible de mesurer le temps dans cet enfer blanc. Finalement, la lueur se précisa, une cabane en rondin avec un porche, de la fumée s'échappant de sa cheminée et la lumière scintillante d'une lampe dans la fenêtre. Un miracle isolé au milieu de ce désert glacial. Marc frappa à la porte d'un poing engourdi, Emma agrippée à sa manche. « S'il vous plaît, on a besoin d'aide » appela-t-il, la voix presque emportée par le vent. La porte s'ouvrit sur un grand vieillard aux cheveux blancs ébouriffés, le visage buriné par les ans et les hivers. Il eut un hoquet de surprise devant ce spectacle. Un homme recouvert de neige, un chien inerte sur son dos et une fillette frigorifiée. « Mon Dieu, entrez vite !» Ils s'engouffrèrent à l'intérieur, accueillis par une bouffée d'air tiède presque douloureuse, tant le choc thermique était brutal. La cabane était chaleureuse, une grande cheminée en pierre trônait au centre, et des étagères chargées de livres ornaient les murs en bois. « Vous devez être Mark Peterson, lâcha l'homme dont la voix était aussi rude que ses traits. Et toi, tu es donc ma petite fille. » Thomas Wilson dévisageait Emma avec une sorte de curiosité maladroite. Elle, les lèvres bleues et les joues rougies, ne songea même pas à répondre. Son attention se focalisa sur le chien que Marc déposait doucement sur un tapis près du feu. « Qu'est-ce qui vous est passé par la tête de quitter la route par une tempête pareille ?» demanda le vieil homme. « Et ce chien ?» Marc prit une inspiration pour expliquer d'une voix hachée. « On l'a trouvé attaché à un arbre, prêt à mourir de froid. On n'a pas pu passer à côté. » Le visage de Thomas, d'abord hostile, se radoucit devant la détresse évidente de l'animal. Il s'agenouilla en grimaçant, visiblement habitué à des douleurs articulaires. Malnutrition, hypothermie sévère, et ces traces autour du cou ne datent pas d'hier, murmura-t-il, prenant des gants et palpant la fourrure congelée. « Vous avez l'air de bien vous y connaître », fit Marc, intrigué. Thomas hocha la tête sans quitter le chien des yeux. « J'ai été véto pendant 40 ans avant de prendre ma retraite. Vous pouvez l'aider » demanda Emma, sa voix encore tremblante. Thomas croisa enfin son regard et quelque chose passa dans ses yeux. « Je vais essayer. » Il se releva lentement et ouvrit un placard d'où il sortit compresse, couverture, fiole et instruments de soins. Sarah Johnson, la docteure en ville, n'était pas là. Mais Thomas semblait déterminé à soigner le chien sur place. « Pose-toi là » ordonna-t-il à Marc. « Et toi, gamine, viens m'aider.
Tiens-lui doucement les pattes pendant que je vérifie son rythme cardiaque. » Emma s'exécuta avec un calme surprenant. Pendant plus d'1 heure, ils s'activèrent autour de l'animal. Emma lui parlait doucement, lui caressait la tête, tandis que Thomas administrait fluides, médicaments et tentait de réchauffer le corps transi. Marc ne pouvait qu'observer, entre fatigue et inquiétude. Le chien ne réagissait quasiment pas, respirant tout juste, le pouls faiblissant parfois dangereusement. À la fin de la séance de fortune, Thomas poussa un soupir. Sa température est remontée un peu. Je lui ai donné de quoi stabiliser ses fonctions vitales, mais il est loin d'être tiré d'affaire. On verra s'il passe la nuit. Emma n'entendit plus que « on verra s'il passe la nuit ». Elle s'installa sur le sol près de lui, refusant qu'on l'envoie ailleurs. Elle couvrit le chien avec sa petite veste de peur qu'il ait encore froid. Marc, d'abord incrédule, ne trouva pas la force de discuter. Quant à Thomas, il ne dit rien. Au fond, il comprenait que cet enfant, blessé par la vie, avait besoin de protéger une autre créature en détresse. Sur ce, le vieil homme alla préparer une soupe chaude, disposa des couvertures sur le canapé pour Marc et fit le lit pour Emma. Mais la fillette, épuisée, s'endormit à même le plancher, serrée contre le chien. La nuit fut longue. Dehors, le blizzard continuait de faire rage, enfermant la petite cabane dans un isolement total. À l'intérieur, Emma se réveillait périodiquement pour palper le chien et vérifier s'il respirait encore. Thomas, somnolent dans son fauteuil, scrutait la cheminée d'un air pensif. Marc, sur le canapé, plongeait dans un sommeil agité. À l'aube, la tempête se calma. Un pâle soleil éclaira un paysage de neige immaculé. Emma, la première debout, constata avec joie que le chien respirait plus régulièrement. Lorsqu'elle posa la main sur son flanc, il entr'ouvrit les yeux et agita faiblement la queue. « Il est vivant !» s'exclama-t-elle, un rayon de lumière dans le regard. Thomas s'approcha, posa une main sur la tête du chien. Celui-ci ouvrit un œil, puis le referma. « Il va sûrement survivre », déclara Thomas, un rien étonné. « Il a tenu le choc. »« Je savais qu'il était fort », murmura Emma, émue. Marc, quant à lui, s'étira avant de scruter la route, désormais praticable. Il jeta un œil à Emma, au chien et à Thomas. Quelque chose venait de changer, comme si leur courte odyssée dans la tempête les avait déjà rapprochés. Mais une question planait encore dans l'air. Comment ce chien s'était-il retrouvé ainsi, attaché pour mourir dans la forêt? Le lendemain matin, la tempête s'était enfin calmée, laissant derrière elle un épais manteau neigeux qui recouvrait la forêt et la route. Les premiers rayons du soleil, timides, illuminaient l'intérieur de la cabane. Emma, aux aguets dès l'aube, s'était levée pour vérifier la respiration du chien. Quand elle posa sa paume sur le pelage, il entr'ouvrit les yeux et remua faiblement la queue. « Il est vraiment vivant !» souffla-t-elle, la voix vibrante d'émotion. Thomas, réveillé en sursaut dans son vieux fauteuil, se frotta les paupières avant de s'approcher pour examiner l'animal. Il tâta le flanc maigre, prit le pouls et hocha la tête. Il s'accroche. Avec un peu de chance, il va survivre. Marc, lui, s'était extirpé du canapé en grognant, sa nuque raide. Il passa un rapide coup d'œil dehors, la route n'était plus totalement invisible, mais des congères restaient menaçantes. Peut-être que, si les chasse-neige étaient passés, il pourrait rejoindre la maison de Thomas ou un garage pour récupérer son propre véhicule. « On devrait peut-être appeler de l'aide ?» proposa Marc, sortant son téléphone. Aucun signal, il haussa les épaules. « Vous avez un fixe ?» Thomas montra un antique combiné installé au mur près d'une cuisine rudimentaire. « Il fonctionne, mais ici, quand les lignes ne sont pas sectionnées par la tempête, elles grésillent au point d'en être inutilisables. » Marc décrocha malgré tout. Miracle, il y avait une tonalité. Il parvint à joindre la dépanneuse du coin qui promit d'intervenir dès que la route serait déblayée. Puis il prévint l'assistante sociale qu'Emma était en sécurité, même si les circonstances étaient pour le moins particulières. Pendant ce temps, Emma continuait de veiller auprès du berger allemand, lové contre lui malgré ses frissons. Thomas l'observait du coin de l'œil, hésitant à chasser la fillette pour lui éviter un choc supplémentaire. Pourtant, il sentait que la proximité d'Emma semblait au contraire réconforter l'animal. « Il va avoir besoin de soins continus », déclara Thomas, se parlant à lui-même autant qu'aux autres. « On peut essayer de le nourrir progressivement, lui donner de l'eau tiède. Mais il a encore le cou marqué par la corde. Il était attaché depuis longtemps. » Marc hocha la tête. Impossible de ne pas s'interroger. Pourquoi quelqu'un abandonnerait-il un chien, encore moins un chien de cette taille, au milieu d'une tempête ? « On l'a libéré juste à temps », murmura Emma. « S'il était resté 1 heure de plus,
Sa voix se perdit dans un silence empreint de culpabilité. Au fond, Mark savait qu'il n'aurait sans doute pas stoppé la voiture si Emma n'avait pas insisté. Au fil de la journée, la neige cessa de tomber et la lumière froide du soleil mit en relief l'isolement complet de la cabane de Thomas. Pas un seul véhicule ne passait. L'ancien vétérinaire gardait un rythme presque militaire. Vérification des constantes du chien, pose de compresses chaudes, très faible ration de nourriture pour ne pas brusquer un estomac vide depuis trop longtemps. Emma, inlassablement, répétait les mêmes gestes, comme si elle avait toujours su quoi faire. « On devrait lui donner un nom » lança Emma soudain, alors que le chien, faible mais conscient, la suivait du regard. Peut-être qu'il en avait un avant, mais j'ai envie de l'appeler Max. Thomas fit la grimace, intrigué par la spontanéité d'Emma. « Max, hein, ça sonne bien. » La fillette hocha la tête avec conviction. Il me le dit dans ses yeux. Il s'appelle Max. Un ange passa. Mark et Thomas échangèrent un sourire un peu gêné. Mais après tout, pourquoi pas? La fin d'après-midi approchait quand un bruit de moteur se fit entendre. Par la fenêtre, Thomas aperçut un 4x4 qui avançait avec prudence dans l'allée enneigée. Lorsqu'il distingua l'inscription au shérif sur la portière, son visage se rembrunit aussitôt. « Restez ici », dit-il à Mark et Emma d'un ton brusque. Mais le shérif Robert Miller n'attendit pas d'y être invité pour frapper d'une poigne ferme à la porte. Thomas alla lui ouvrir, tentant de dissimuler son agacement. « Qu'est-ce qui vous amène, shérif ?» demanda-t-il, sans masquer totalement sa froideur. Miller, un homme massif, la cinquantaine, arbora un rictus qui aurait pu passer pour un sourire si ses yeux n'étaient pas si durs. « Je suis venu vérifier que tout allait bien après la tempête. On m'a dit que vous aviez de la visite. Je voulais m'assurer que personne n'était en danger. » Son regard balaya l'intérieur, tombant aussitôt sur Mark et Emma, et surtout sur le chien qui gisait sur une couverture devant la cheminée. Son expression se durcit encore. « On aurait dit un poste de premiers soins ici. Quelqu'un est blessé ?»« Juste une petite précaution, » répondit Thomas, énigmatique. « La gamine est arrivée un peu gelée et il y avait un chien en hypothermie. Rien qui nécessite vos services, shérif. » Miller avança d'un pas comme pour examiner la bête. Emma, prise de panique, se redressa et s'interposa, sa petite main posée sur le pelage de Max. Le shérif détailla la scène, plissant les yeux. « Curieux endroit pour recueillir un chien par ce temps. On l'a trouvé où, au juste ?» Mark intervint, tâchant de ne pas paraître trop nerveux. « Sur la route, pas loin de la 23, il était abandonné. On n'allait tout de même pas le laisser mourir. »« Abandonné ?» répéta Miller en détachant chaque syllabe. Pendant un instant, il y eut un silence glacé. Les braises crépitantes dans la cheminée semblaient être le seul son à rompre le malaise. Puis le shérif Miller baissa le menton comme s'il cédait. « Bon, eh bien, faites attention à vous. Les routes sont encore périlleuses. » Il s'attarda une seconde de plus, l'air de vouloir repérer le moindre détail suspect. Finalement, il inclina la tête et prit congé. Le claquement de la porte résonna dans la cabane. Mark, qui s'était retenu de respirer, laissa échapper un soupir. « Qu'est-ce qu'il vous voulait ?» Thomas fronça les sourcils. « Je ne sais pas, mais sa venue ici n'a rien d'un simple hasard. Miller ne se déplace jamais gratuitement. Il paraît toujours au courant de tout ce qui se passe dans le coin. » Emma, câlinant doucement la tête de Max, releva les yeux vers son grand-père. Il avait l'air en colère de voir Max. Peut-être qu'il sait quelque chose. Thomas esquissa un sourire sans joie. Les chiens et le shérif, toute une histoire. Il n'aime pas qu'on regarde trop près de ses affaires. Le moment de tension passé, la soirée s'étira. Thomas expliqua à Mark que Miller régnait sur Timberlake depuis des années, tenant la population sous son emprise, en choisissant ce qui méritait une enquête et ce qui pouvait être oublié. Quant à la ville, en pleine crise économique, elle n'avait guère d'autre choix que de courber l'échine, dans l'espoir de survivre à des temps difficiles. « Je parie que Miller se doute déjà que ce chien n'est pas n'importe quel chien », lança Mark, en jetant un regard à l'animal endormi. « Il est grand, il est robuste, on dirait presque un chien de travail. » Thomas approuva en silence. Au fond, il s'interrogeait lui aussi. C'était un berger allemand de pure race, et malgré sa maigreur, on voyait bien qu'il avait été puissant, soigneusement dressé. Qui aurait le cœur de le laisser mourir ainsi? À la nuit tombée, Mark téléphona à nouveau pour avoir des nouvelles de la dépanneuse. On lui dit que la route jusqu'à sa voiture était encore bloquée et qu'il faudrait attendre le lendemain. Lassé, il s'installa pour la nuit. Emma, elle, ne quitta pas le tapis près de Max, même quand Thomas lui proposa un vrai lit. « Non, je reste avec lui », affirma-t-elle sans détour. Thomas posa une main hésitante sur l'épaule de la fillette. « Il ne partira pas sans toi, s'est dit-il, ému par tant de ténacité. » Au petit matin, un cri d'Emma retentit.
« Grand-père, Marc, venez voir !» Thomas se précipita, craignant le pire. Mais Emma, au contraire, semblait folle de joie. Elle tenait dans sa main un petit médaillon métallique couvert de terre séchée, qu'elle venait de découvrir dans l'épaisse crinière du chien. « Regardez, il y a un nom et un numéro. » Thomas fronça les sourcils en examinant l'objet. On y voyait gravé « K9 Uni, département du shérif du comté de Timber, Max Handler J. Williams. » Le vieil homme sentit son cœur se serrer. James Williams, un adjoint du shérif mort dans un accident il y a 6 mois. Mais c'est impossible. On nous a dit que son chien était mort avec lui. Marc et Emma s'échangèrent un regard. Ça explique pourquoi il avait ce type de collier et pourquoi Miller semblait si tendu en le voyant. Thomas se massa les tempes comme pour chasser un mauvais souvenir. James était l'un des rares adjoints intègres prêts à fouiller dans les affaires louches de la région. Il enquêtait sur des trafics de chiens, entre autres, puis il y a eu cet accident. La voiture a dérapé sur la glace, on n'a jamais retrouvé le chien. Jusqu'à aujourd'hui. Emma, les larmes aux yeux, se pencha vers Max qui, semble-t-il, commençait à les entendre. « Tu as survécu, mais qui t'a fait ça? Et pourquoi t'avoir attaché à cet arbre ?» Dans le silence pesant, Thomas se releva. Si Max était le partenaire de James, il a peut-être découvert quelque chose de très dangereux pour certaines personnes. Peut-être que ces gens ont voulu l'éliminer pour qu'il n'y ait plus aucune preuve de leur crime. Marc se racla la gorge. « Alors, on fait quoi? On appelle la police d'État ?» Thomas poussa un soupir. « On ne peut se fier à personne dans ce comté tant que Miller est en poste, mais je connais quelqu'un, la docteure Sarah Johnson. Elle était amie avec James. Elle a peut-être gardé des preuves de son enquête. » Emma se redressa, la mine déterminée. « Allons la voir. Max a failli mourir. On doit découvrir pourquoi. » Thomas regarda la fillette, surpris par la force de sa volonté. À cet instant, il crut apercevoir un éclat de son propre esprit combatif, celui qu'il avait autrefois lorsqu'il exerçait la médecine vétérinaire et se battait pour ses patients, parfois contre l'avis d'intérêts plus puissants. « D'accord, on ira. Mais soyez prudents, les enfants. Ce qu'on s'apprête à déterrer pourrait être plus sombre qu'on ne le pense. » Dans un mouvement de tendresse inhabituel, il flatta l'encolure de Max et pressa doucement l'épaule d'Emma. « On va te découvrir la vérité, vieux garçon. Compte sur nous. » Et dans le regard de Max, un éclat de gratitude sembla briller un instant, comme si le chien sentait que son calvaire pourrait enfin prendre fin grâce à cette petite fille qu'il avait refusée à la mort. Une fois la tempête passée, Marc parvint finalement à faire remorquer son SUV hors du fossé. Les chasse-neige avaient dégagé la route, et malgré le froid toujours mordant, le ciel était maintenant d'un bleu limpide. Thomas proposa de conduire Emma et le chien jusqu'en ville, histoire de rencontrer la docteure Sarah Johnson. « Je préférerais y aller seul », avait d'abord décrété Thomas. « Emma, tu peux rester ici à t'occuper de Max. » Mais la fillette avait tout bonnement refusé. « Je veux savoir ce que la docteure va nous dire. Max me fait confiance, je dois être là. » Le visage de Thomas était assombri. La détermination d'Emma était irrévocable, et il n'était plus question de la traiter en simple spectatrice. Le trajet vers la clinique, quand ils arrivèrent devant le petit bâtiment de la clinique, Emma sentit son estomac se nouer. Elle tenait Max en laisse, le chien avançant péniblement, encore convalescent. Marc les suivait, l'air plus crispé que jamais. Thomas poussa la porte, et la petite clochette tinta dans le silence d'une salle d'attente vide. « Bonjour Sarah » lança Thomas d'une voix hésitante. Une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux tirés en chignon, apparut d'une pièce voisine. Son regard fatigué s'illumina aussitôt en apercevant Thomas, puis s'élargit encore en voyant Max. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant la main à sa bouche. « Est-ce que c'est… » Thomas hocha la tête avant qu'elle ne finisse sa phrase. « C'est le chien de James Williams. Il a survécu. » Sarah s'approcha prudemment de Max, qui laissa échapper un souffle faible comme s'il la reconnaissait. Sa queue remua un peu. Emma, méfiante, ne lâcha pas la laisse. « Je croyais qu'il était mort dans l'accident », souffla Sarah, la gorge serrée. « C'est ce que Miller nous a tous dit. On l'a trouvé attaché à un arbre, abandonné dans la neige », expliqua Marc, la voix lourde. « S'il a survécu à la voiture qui a dérapé, pourquoi le condamner à mourir ainsi ?» Sarah ferma les yeux une seconde, ravalant un flot d'émotions. « Parce que Max a vu des choses, tout comme James. » Thomas incline la tête comme pour l'encourager à continuer. « Toi qui étais proche de James, tu sais peut-être ce qu'il cherchait. » La docteure esquissa un mince sourire triste. « Venez dans l'arrière-salle, je n'ai pas envie d'être entendu ici. » Les révélations de la docteure. Ils s'installèrent dans un petit bureau encombré de dossiers et de matériel médical à l'abri des regards.
Sarah leur raconta qu'avant sa mort, James Williams enquêtait sur un réseau de combats de chiens clandestins qui aurait lieu aux abords du comté. Des témoignages faisaient état de pitbulls et de bergers agressifs, entraînés pour des paris illégaux. Les profits étaient colossaux. James soupçonnait de hauts placés de fermer les yeux sur ces trafics. Il avait découvert des preuves, poursuivit Sarah. Mais avant qu'il ne puisse tout transmettre aux autorités de l'État, son véhicule a dérapé sur une route pourtant familière, et Max a disparu. Jusque-là, tout le monde croyait que l'accident était un simple drame lié au verglas, observa Mark. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus si évident. Le visage de Sarah se durcit. Non, et la présence de Max ici le prouve. Miller savait que le chien constituait un danger. Un témoin à quatre pattes, capable de reconnaître les lieux, les gens, il fallait le faire taire. Emma, blottie près de Max, sentit un frisson de colère et de peur. On ne peut pas les laisser faire. Il faut montrer que Max est vivant et que James n'est peut-être pas mort pour rien. Thomas posa une main rassurante sur l'épaule d'Emma, mais il hocha la tête d'un air grave. Il faudrait transmettre ces informations directement à la police d'État ou au FBI, pas au shérif local. J'ai déjà essayé, avoua Sarah en baissant les yeux. Le bureau du shérif a bloqué mes démarches. Miller contrôle tout. Un silence pesant s'installa. Chacun prenait la mesure de l'ampleur du danger. Enfin, la docteure se releva, tirant de son bureau un trousseau de clés. Retrouvons-nous au vieux hangar à bateau, près du lac, dans 1 heure. C'est un lieu isolé où on pourra parler sans craindre d'être écouté. Thomas opina. C'est risqué, mais va pour le hangar. On s'y rendra par la rive pour éviter d'attirer trop d'attention. Quand ils ressortirent de la clinique, la boule dans le ventre d'Emma s'était transformée en détermination pure. Elle jeta un regard à Max et le chien lui adressa une lueur confiante. Le vieux hangar à bateau se dressait au bord d'un lac gelé. Les planches de bois, délavées par le temps, avaient pris une teinte grisâtre. L'endroit était désert, comme endormi dans la glace de l'hiver. Thomas gara discrètement sa voiture derrière un bosquet, tandis que Mark aidait Emma et Max à sortir. « Fais bien attention où tu marches », lança Mark. « Le lac est gelé, mais on n'est jamais trop prudent. » Emma serra la laisse de Max, avançant avec précaution sur la glace craquante. La porte du hangar était entrebâillée. Ils s'y glissèrent en silence, l'atmosphère froide et humide leur sautant au visage. Sarah était déjà là, manifestement nerveuse. Elle leur fit signe de la main. « On n'a pas beaucoup de temps. Miller a des informateurs partout. » Elle leur montra des photocopies de documents, des notes griffonnées par James Williams et un plan d'une vieille ferme appelée « Propriété Carlson ». D'après les recoupements, c'était là que se déroulaient certains combats de chiens. James pensait pouvoir démanteler un réseau plus vaste encore, impliquant armes et drogues. « Je pense que Miller a fait disparaître James parce qu'il s'approchait trop de la vérité », expliqua Sarah les mains tremblant de rage. « Si Max est encore vivant, c'est la preuve que les choses ne se sont pas passées comme Miller l'a décrit. » Thomas échangea un regard avec Mark. C'est donc ça que James avait découvert, et au lieu de lui rendre justice, on a enterré toute l'affaire. « Il faut agir vite », insista Sarah. « J'ai pu contacter une unité de la police d'État qui se méfie de Miller. Ils sont prêts à intervenir si je leur apporte la preuve qu'il était lié à un homicide. » Avant que quiconque ne puisse répondre, un bruit de moteur se fit entendre derrière la porte. Thomas, blêmissant, jeta un coup d'œil par la fissure du mur. « C'est Miller, avec 2 adjoints. » La panique gagna le groupe. Aucune issue ne s'offrait à eux sinon celle qui donnait sur le lac. Filé par la sortie arrière, souffla Sarah désignant une petite porte à l'opposé. « Je vais les retenir. » Mark voulut protester, mais Thomas le saisit par le bras. « Pas le temps de discuter. Emma, viens !» Tandis que Sarah rejoignait l'entrée principale pour barrer la route au shérif, Thomas, Mark, Emma et Max sortirent par la porte de service. Ils débouchèrent sur la banquise, où le vent cinglant les accueillit immédiatement. « Couchez-vous » ordonna Mark, entendant la voix tonitruante de Miller qui parvenait à travers la paroi de bois. Emma aida Max à se coucher dans la neige et tous avancèrent à demi agenouillés, espérant que le hangar les dissimulerait assez longtemps. Les bribes de conversation qui leur parvenaient laissaient deviner la colère du shérif. Ils se sont enfuis par l'arrière. Attrapez-les. Le claquement de la porte témoigna que Miller et ses hommes s'engouffraient déjà à leur poursuite. Sans réfléchir, Thomas pointa du doigt une petite forêt de conifères à quelques centaines de mètres au-delà de la rive gelée. « Cours, Emma, cours !» Ils se mirent à fuir, pataugeant sur la glace enneigée, les battements de leur cœur résonnant à leurs propres oreilles. Max, malgré sa blessure, fit tout son possible pour suivre le rythme, la respiration haletante.
Soudain, un coup de feu claqua dans l'air, un son brutal qui fit écho sur la glace. Emma écarquilla les yeux en voyant l'impact à quelques mètres devant eux, un germe de neige projeté. « Arrêtez !» hurla la voix du shérif. « Au nom de la loi, n'allez pas plus loin. » Thomas jeta un regard à Mark. « Ne t'arrête surtout pas, il est capable du pire. » Emma sentit son sang se glacer. Jamais elle n'aurait cru qu'on puisse leur tirer dessus, juste parce qu'ils cherchaient à aider un chien. Max émit un grognement rauque, et malgré sa faiblesse, il se plaça presque entre Emma et la direction des balles, comme pour la protéger. Un deuxième coup de feu fusa, ricochant sur la glace, puis un concert de sirènes retentit au loin, des gyrophares bleus et rouges s'agitant derrière le shérif et ses adjoints. Emma crut d'abord qu'il s'agissait de renforts du comté, mais Thomas, pivotant la tête, laissa échapper un soupir de soulagement. « La police d'État, ils sont là !» Un haut-parleur craqua. Une voix ferme se répercutant sur la surface glacée. « Shérif Miller, lâchez votre arme et restez où vous êtes. Vous et vos adjoints êtes encerclés. » Le shérif eut un instant d'hésitation, se retrouvant pris entre deux feux. Les fuyards qu'il convoitait et les véhicules de la police d'État qui débarquaient en force. Les adjoints, déroutés, levèrent finalement les mains pour se rendre. Miller, fou de rage, hurla. « C'est ma juridiction. Vous n'avez pas à être ici. » Il brandit une dernière fois son arme, puis laissa échapper un juron avant de la jeter à terre. Les officiers de l'État se précipitèrent pour l'arrêter. L'heure de vérité. Thomas, Mark, Emma et Max s'immobilisèrent, le souffle court. Des agents en uniforme couraient déjà sur la glace pour les rejoindre. Emma s'accrocha au cou de Max, qui tremblait. « Ça va, grand ?» murmura-t-elle, comme si le chien pouvait lui répondre. Max émit un petit gémissement rassurant malgré sa fatigue. Lorsqu'ils atteignirent le rivage, plusieurs policiers se dispersèrent, certains bloquant les adjoints du shérif, d'autres entourant Thomas et Emma. Une silhouette imposante, un certain capitaine Anderson, s'approcha d'eux. Il salua Thomas, un bref signe de tête. « Alors, c'est vrai, le chien de Williams est en vie. Vous n'imaginez pas à quel point cette découverte est capitale pour l'enquête. » Mark, encore haletant, demanda d'une voix hachée « Vous savez déjà tout sur les trafics, sur les combats de chiens ?» Le capitaine acquiesça. Oui, nous savions qu'il se passait quelque chose de grave, mais nous n'avions pas de preuves directes impliquant Miller. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés au bon moment grâce au signalement de la Dr Johnson. À ces mots, Sarah apparut escortée par deux officiers. Son visage était encore livide de frayeur, mais elle sourit en voyant Emma et Max sains et saufs. « C'est fini », souffla-t-elle. « Miller va devoir répondre de la mort de James et de toutes ces magouilles. » Emma abaissa enfin ses épaules, réalisant qu'elle s'était crispée tout ce temps. Un sentiment de soulagement l'envahit, alors qu'elle se tournait vers Max. « Tu as réussi, mon grand, tu t'es battu. » Le chien posa son regard sur elle, et même s'il ne pouvait parler, il semblait comprendre. D'un lent mouvement, il leva une patte pour la toucher. Emma sentit alors les larmes la gagner tant l'émotion était forte, mais le répit fut de courte durée. Brusquement, alors que les agents de la police d'État menottaient Miller, celui-ci se débattit et profita de la confusion générale pour arracher l'arme d'un des adjoints. Dans un geste de pure folie, il visa Thomas et Emma. Le coup partit avant que quiconque ne puisse réagir. Le temps sembla se figer. Emma vit Max se jeter en avant, comme mu par un réflexe de chien policier. La balle l'atteignit en pleine épaule et il s'effondra lourdement sur la glace, un filet de sang maculant la neige. « Max !» hurla Emma, la voix brisée. Les policiers terrassèrent immédiatement Miller, lui arrachant l'arme des mains. Emma, elle, se laissa tomber à genoux aux côtés de Max, la gorge nouée d'angoisse. Le chien respirait avec peine. « Il faut l'emmener d'urgence chez un vétérinaire !» s'écria Thomas terrifié. Le capitaine Anderson ordonna l'arrivée d'une ambulance, mais Thomas protesta. « Un hôpital pour humains n'est pas forcément équipé. Moi je le suis. Je peux m'en occuper si j'ai le matériel adéquat. » Sarah posa une main sur son épaule. « On trouvera ce qu'il te faut. On fonce à la cabane. » C'est ainsi qu'Emma, encore sous le choc, prit place dans un véhicule de la police d'État, tenant la tête de Max sur ses genoux, pendant qu'un officier conduisait à toute allure vers la demeure de Thomas. Tout le monde priait pour qu'il reste en vie jusqu'à leur arrivée. La bataille pour la survie. De retour à la cabane, Thomas, Sarah et deux agents paramédicaux transformèrent la table de cuisine en véritable bloc opératoire improvisé. Max avait perdu beaucoup de sang, sa respiration était chaotique. Emma ne pouvait s'empêcher de pleurer, les mains crispées sur son vieux lapin en peluche, impuissante. Thomas, revigoré par l'urgence, fit preuve d'une précision incroyable.
Il extrait la balle, s'efforça de limiter l'hémorragie et administra des médicaments. Sarah sutura la plaie, tandis que les agents maintenaient la perfusion. Le temps s'étira, chaque seconde paraissant un éternel compte à rebours. Mark et Emma, confinés dans le coin du salon, se jetaient des regards inquiets. Dehors, la nuit était déjà tombée. Soudain, l'électrocardiogramme improvisé émit un long bip continu. Sarah blêmit. « Thomas, on le perd !» Sans hésiter, le vieil homme démarra un massage cardiaque, hurlant presque « Reste avec nous, Max, ne nous lâche pas !» Emma, brisant l'interdit, s'approcha au plus près. Les adultes étaient trop concentrés pour la repousser. Les larmes aux yeux, elle se pencha vers l'oreille du chien. « Max, s'il te plaît, je t'en supplie, tu peux pas partir maintenant. » 1 minute passa, interminable. Le bip continu persistait, strident. Puis, subitement, un sursaut agita le corps du berger allemand. Ses poumons se gonflèrent d'air. Le moniteur reprit un rythme discontinu, fragile, mais bien réel. « Il respire à nouveau !» s'exclama Sarah. Un soulagement palpable envahit la pièce. Thomas, en sueur, continua de stabiliser les constantes, vérifiant que le cœur reprenait un rythme plus solide. « C'est un battant !» souffla-t-il, épuisé. Emma, incapable de retenir sa joie, laissa couler quelques larmes sur son visage. Elle caressa doucement l'encolure de Max, sa fourrure encore collée de sang. « Merci », murmura-t-elle comme si le chien pouvait la comprendre. Les jours qui suivirent furent cruciaux pour la convalescence de Max. La maison de Thomas devint un refuge où se mêlaient bruits de bandages, d'injections et visites d'agents fédéraux venus confirmer la fin du règne de Miller. Les nouvelles affluèrent. Le shérif et ses complices étaient détenus, accusés de corruption, de trafic, de cruauté envers les animaux et même d'homicide volontaire sur James Williams. La vérité sur les combats de chiens s'étalait maintenant au grand jour, provoquant l'indignation de tout Timberlake et au-delà. Pour Emma, chaque heure était rythmée par l'état de Max. Elle dormait sur un matelas de fortune dans le salon, près de lui, se réveillant parfois en sursaut pour vérifier sa respiration. Et peu à peu, chaque matin, elle le découvrait un peu plus alerte, sa blessure cicatrisant lentement. Mark, de son côté, assistait autant qu'il le pouvait Thomas, arborant un air contrit. Quelque chose en lui semblait changer. Il se sentait redevable de la confiance qu'Emma avait montrée dans sa capacité à faire le bien. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un chien pourrait nous aider à démanteler tout ça », avoua-t-il un jour à Thomas. Sans Max et Emma, on ignorait qu'il y avait un tel réseau derrière. Thomas acquiesça. Ce chien a fait ce que bien des gens craignaient de tenter. Il a survécu, et son témoignage silencieux a suffi à tout faire tomber. Quelques semaines plus tard, alors que le soleil de printemps commençait à faire fondre la neige du Minnesota, Max montra des signes de rétablissement spectaculaires. Son épaule cicatrisait et il parvenait de nouveau à se lever, à marcher, même à courir un peu dans la cour de la cabane. Emma, radieuse, l'entraînait dans de petits jeux bien consciente de ne pas trop le fatiguer. La vie reprenait une normalité inattendue, Thomas retrouvant un semblant de joie de vivre qu'il croyait perdu depuis longtemps. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Sarah à Thomas lors d'une visite pour contrôler la convalescence de Max. Il la regarda, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Et si on transformait la vieille grange en petit centre de soins pour animaux ? Je me sens de nouveau utile en soignant ce chien. Et je pense qu'Emma aimerait beaucoup aider d'autres animaux. » Emma, qui écoutait derrière la porte, surgit, ravie. « Oh oui, il y a sûrement plein de bêtes qui auront besoin de soins après tout ce qui s'est passé. » Max, comme pour approuver, s'approcha de la fillette et colla son museau contre sa main. Le jour où la condamnation de Miller tomba, toute la ville sembla retenir son souffle. Les charges étaient lourdes, corruption, meurtre, trafic d'animaux et falsification de preuves. Le jury rendit son verdict, coupable sur toute la ligne. Condamné à une longue peine de prison, l'ex-shérif n'était plus qu'un souvenir amer pour Timberlake. Les habitants, abasourdis, prirent peu à peu conscience du courage insensé d'une petite fille de 6 ans et de son chien rescapé, qui avaient ensemble défait le silence et l'injustice. Alors que la neige fondait, laissant la place à des bourgeons timides, la cabane de Thomas devint un symbole de renouveau. Les gens venaient se renseigner pour adopter des chiens rescapés des combats, la Dr Johnson organisait des visites de contrôle et Emma finissait par adresser un sourire à ceux qui l'abordaient pour la féliciter. Elle restait toutefois humble, toujours collée à Max pour qui elle avait fait aménager un panier tout doux près de la cheminée. Quand quelqu'un lui demandait « Comment as-tu fait ?» elle se contentait de répondre « Je n'ai rien fait de spécial.
Je ne voulais juste pas le laisser mourir. Et dans ses yeux brillait cette étincelle de pureté enfantine qui, face à la cruauté du monde, avait décidé que, parfois, la plus petite main peut accomplir les plus grands miracles. Le printemps arriva tôt cette année-là à Timberlake, comme si la nature elle-même se hâtait de faire disparaître les cicatrices d'un hiver éprouvant. La neige fondit peu à peu, révélant une terre boueuse d'où perçaient déjà quelques pousses vertes. Dans le même mouvement, la petite communauté prenait un nouveau souffle. Les semaines passèrent, et le procès du shérif Robert Miller se tint dans un tribunal fédéral à Saint-Paul. Thomas et Sarah s'y rendirent, l'angoisse au ventre, pour entendre le verdict. Le juge prononça une longue peine de prison ferme, sans possibilité de libération anticipée, pour corruption, meurtre, maltraitance animale et entrave à la justice. À la lecture de la sentence, un profond soulagement gagna Thomas. Certes, la punition ne ramènerait pas James Williams, mais au moins, Timberlake était libéré du joug d'un shérif véreux. Les journalistes, nombreux, interpellèrent Thomas dès qu'il mit le pied sur le perron du tribunal. « Docteur Wilson, que ressentez-vous après ce verdict » cria l'un d'eux. Le vieil homme marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. James Williams était un homme bon qui a payé de sa vie le fait d'avoir trop fouillé dans des affaires sales. Ce jugement ne ressuscitera pas James, mais il nous permet d'espérer qu'une telle tragédie ne se reproduira plus jamais ici. Les caméras se braquèrent alors sur Sarah, qui avait les larmes aux yeux. Elle acquiesça silencieusement avant que tous deux ne s'éloignent de la foule. Dans la petite ville, on ne parlait plus que de la chute du shérif. Les habitants, longtemps paralysés par la peur ou l'indifférence, ressentaient une forme de libération. Certains confessaient s'être doutés de choses étranges, sans oser les dénoncer, tandis que d'autres tombaient des nues en prenant conscience de l'ampleur de la corruption. L'exemple d'Emma et de Max, qui n'avaient ni pouvoir ni statut, mais seulement le courage d'agir, bouleversa bien des mentalités. Les écoliers de Timberlake créèrent un projet baptisé « Agis comme Emma », invitant les élèves à venir en aide aux animaux errants ou maltraités, et à signaler tout abus sans craindre de se taire. Parallèlement, la communauté se mobilisa pour fermer définitivement les sites de combat de chiens. Des bénévoles s'organisèrent en patrouille et la police d'État, présente durant la transition, mena des descentes dans les fermes soupçonnées de servir d'arènes clandestines. Ainsi, plusieurs dizaines de chiens furent saisis, soignés, puis proposés à l'adoption. Au milieu de cette renaissance, Thomas Wilson reprit son rôle de soignant mais différemment. Chaque fois qu'un chien rescapé avait besoin de soins, on le lui amenait. Il ouvrit alors le projet dont il avait parlé à Sarah. Transformer une vieille grange en véritable centre de soins et de réhabilitation pour animaux abandonnés. Le chantier mobilisa la solidarité de nombreux habitants. Marc s'investit corps et âme dans les travaux, utilisant ses compétences en construction. Les matériaux affluèrent, offerts ou bradés par des commerces locaux. Et Emma, bien sûr, trépignait d'impatience à l'idée de voir le sanctuaire ouvrir enfin. Un après-midi d'août d'avril, Thomas se retrouva sur un petit estrade de fortune devant la grande bâtisse rénovée, entouré d'une foule émue. Une banderole annonçait « Inauguration du refuge Emma et Max, lettres peintes à la main ». L'ambiance était joyeuse, comme un nouveau départ pour Timberlake. « Aujourd'hui, nous célébrons l'entraide, la compassion et le courage », déclara Thomas devant l'assemblée. Ce refuge porte le nom d'une fillette et d'un chien qui ont sauvé cette ville en nous rappelant l'essentiel. Ne jamais fermer les yeux sur la souffrance. Il invita alors Emma à couper le ruban symbolique. La fillette, intimidée par tous ces regards, s'avança en tenant la main de Max, enfin remis de sa blessure. Elle coupa le ruban avec de grands ciseaux trop lourds pour elle, déclenchant un tonnerre d'applaudissements. Max poussa un léger aboiement, comme s'il approuvait. Parmi les spectateurs, Marc se tenait un peu en retrait. Depuis ses aveux et son aide à la police, il avait effectué des travaux d'intérêt général plutôt que de risquer la prison pour complicité involontaire. Il se sentait transformé par cette expérience. « Je croyais n'être qu'un ouvrier sans histoire », confia-t-il à Thomas un soir. « Mais je me suis rendu compte que je tournais la tête pour éviter de voir ce qui se tramait. J'ai été lâche, et Emma m'a montré ce que c'était que la vraie bravoure. » Thomas lui donna une tape amicale sur l'épaule. « On a tous droit à une seconde chance. Tu t'es rattrapé et tu continues d'aider. C'est ça, l'important. » Marc opina, les yeux brillants. « Merci de m'avoir laissé une place ici. Je ne sais pas où j'en serais, sinon. » Au fil des jours, Max retrouva sa pleine vitalité. Il se réappropriait son rôle d'ancien chien policier, mais cette fois sans contrainte ni violence.
Il pouvait enfin vivre entouré d'affection. Emma passa des heures à courir avec lui dans la clairière proche du refuge ou à lui lancer des bâtons. Chaque soir, il rentrait auprès de Thomas pour déguster un dîner simple mais serein. Il régnait dans la petite cabane une chaleur nouvelle, celle d'une famille reconstruite. « Grand-père, dit un jour Emma en caressant Max, est-ce que tu penses que maman voit ce qu'on fait ?» Thomas l'attira contre lui en silence. Il savait qu'il ne pouvait pas répondre à cette question avec certitude. Pourtant, il sentait que la fillette avançait dans son deuil, trouvant du réconfort dans l'amour qu'elle donnait à Max et qu'elle recevait de lui en retour. « Je crois que ta maman serait très fière de toi, de nous et surtout de Max. » Max remua la queue, c'est comme s'il comprenait chaque mot. Il fallut du temps à Emma pour réapprendre à rire spontanément. La perte de sa mère la hantait encore, mais la présence de Max et la bienveillance de Thomas agissaient comme un baume. Par moments, elle redoutait qu'on lui arrache de nouveau quelqu'un qu'elle aime et des cauchemars la réveillaient en sursaut. Mais chaque matin, le fait de voir Max l'attendre, la truffe posée sur le canapé, lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Elle avait trouvé un nouveau pilier, et peu à peu, les souvenirs de sa mère passaient de la douleur à une douce nostalgie. Ainsi, dans cette bourgade du Minnesota que l'on croyait condamnée au déclin, la vie reprit des couleurs. Le refuge Emma & Max accueillait de plus en plus d'animaux et de nouveaux bénévoles venaient prêter main forte chaque semaine. Les enfants du programme, âgés comme Emma, s'engageaient à passer du temps avec les bêtes, à nettoyer les enclos, à jouer avec les chiots apeurés. Les rues de Timberlake, longtemps marquées par l'indifférence et la crainte, semblaient sourire à nouveau. Les devantures se repeignaient, de petits commerces rouvraient. On sentait un élan collectif, comme si tous avaient redécouvert la solidarité. Sur la colline, la cabane de Thomas restait un symbole de courage et d'espoir. Bien des visiteurs s'y arrêtaient pour voir celui qui avait repris du service vétérinaire et surtout pour rencontrer la fillette qui avait osé suivre son cœur. Quand on demandait à Emma si elle se sentait héroïne, elle rougissait et secouait la tête. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui devrait faire », répondait-elle. « Je n'ai pas pu l'abandonner, c'est tout. » Et dans le regard de Max, on lisait une éternelle reconnaissance. Après avoir été laissé pour mort, il avait trouvé la force de survivre et d'aimer de nouveau, offrant à une enfant blessée un soutien inconditionnel. Un soir, alors que le soleil déclinait sur le lac scintillant, Emma s'assit près de Max sur le vieux porche. Thomas sortit avec un plateau de limonade et Marc apparut portant un sac de croquettes pour le refuge. Le calme s'installa, ponctué par le chant des grillons. « On forme une drôle de famille, hein ?» plaisanta Marc, s'asseyant sur la marche. Emma sourit, hochant la tête. « Mais c'est une famille quand même. » Thomas sentit son cœur se gonfler de fierté en entendant ces mots. Autrefois, il se croyait condamné à finir ses jours en ermite, solitaire et amer. Aujourd'hui, grâce à une petite fille et à un chien au grand courage, il avait redécouvert la chaleur d'un foyer. Au loin, le soleil couchant baignait Timberlake de ses derniers rayons dorés, comme pour bénir cette terre qui avait souffert mais qui, finalement, avait su renaître. Le printemps s'était installé à Timberlake avec une générosité inattendue, transformant les étendues blanches et glacées en prairies mouillées où les herbes jaunies reprenaient vie. Jour après jour, sous le soleil encore timide, la terre commençait à respirer à nouveau. Les allées boueuses laissaient place aux chemins de gravier et les forêts de conifères, débarrassées de leurs lourdes couvertures enneigées, dévoilaient des troncs humides et des aiguilles de verre sombre, luisant d'humidité. Pendant ce temps, la petite ville qui avait tant souffert de la corruption du défunt règne du shérif Miller continuait sa douce convalescence. À première vue, Timberlake semblait paisible, niché près du lac, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais l'atmosphère était différente. Il y régnait désormais une énergie de renouveau, un désir discret mais profond de tirer des leçons du passé et de continuer à bâtir un futur plus lumineux. Les habitants, tantôt timidement, tantôt avec un enthousiasme plus assuré, s'engageaient pour soutenir les réformes locales et encourager la solidarité. Dans les commerces de la rue principale, certains affichaient le petit mot « Nous soutenons le refuge Emma & Max ». Sur la devanture, signe que l'histoire d'Emma et de Max avait irrigué tous les esprits et tous les cœurs. Les journaux locaux publiaient encore des articles sur l'affaire Miller, désormais transformée en vaste dossier judiciaire. Les procès n'étaient pas tous clos, mais les principaux complices de l'ex-shérif avaient été inculpés. Les aveux de Marc
et les documents fournis par la docteure Sarah Johnson combinés à la présence inattendue de Max qui, par sa seule survie, attestait du mensonge colporté durant des mois, avait définitivement crevé l'abcès. Le climat toxique où régnaient menaces et chantage s'était dissipé. Et la population de Timberlake s'apercevait à présent que c'était possible de briser le silence, pourvu que l'on fasse front ensemble. Dans ce contexte, la vie de Thomas Wilson et de sa petite-fille Emma avait suivi un cours plus serein. Emma, dont le cœur se remettait lentement de la perte tragique de sa mère, s'investissait beaucoup au sein du refuge. Même si elle n'avait que 6 ans, elle faisait preuve d'une maturité émouvante pour soutenir les animaux traumatisés. Certains chiots peinaient à sociabiliser, terrifiés par l'expérience des combats clandestins ou par la maltraitance qu'ils avaient subie. Et pourtant, Emma se montrait patiente, douce, répétant inlassablement que chaque animal mérite une seconde chance. Max, quant à lui, se comportait en véritable mascotte. Il allait et venait entre les enclos, défendant les plus vulnérables de sa haute stature. Les jours ensoleillés, on pouvait même le voir s'étendre au milieu de la cour, presque majestueux, accueilli par les aboiements joyeux des autres chiens. Thomas, de son côté, avait repris goût à la vie. Il sortait de sa retraite solitaire pour s'investir chaque matin dans les soins vétérinaires. Son expérience de 40 ans était un atout inestimable. Malgré la modestie de ses installations, il réalisait des prouesses médicales pour sauver un chien blessé ou un chat abandonné. Son visage, autrefois fermé et dur, affichait parfois des sourires qu'on ne lui connaissait plus depuis bien longtemps. Les cicatrices de son passé, qu'il avait si âprement dissimulées, semblaient s'alléger au contact d'Emma et de sa foi inébranlable en la bonté humaine. Un après-midi, alors qu'un rayon de soleil chaud traversait la porte grande ouverte de la grange, Emma s'installa sur une botte de foin, contemplant la cour avec un brin de fierté. Elle portait encore sa petite veste, trop grande pour elle, mais elle l'aimait telle qu'elle était, car c'était celle qu'elle avait posée sur Max durant la tempête. Une légère brise caressait ses cheveux, et Max, assis à ses côtés, observait la scène avec la vigilance d'un gardien protecteur. Surgissant depuis la route en gravier, la docteure Sarah Johnson apparut, saluant de la main. Son visage exprimait une joyeuse fatigue, car malgré l'amélioration de la situation à Timberlake, ses journées restaient bien remplies. « Alors, comment se portent nos pensionnaires ?» lança-t-elle d'une voix amicale tout en s'approchant d'Emma. « Mieux depuis que tu es là ?» répondit la fillette, guettant au loin un jeune chien récemment arrivé qui se remettait difficilement de ses blessures anciennes. Sarah évalua l'état de la bâtisse, le toit neuf, les boxes réparés et la zone de quarantaine désormais un peu plus grande et mieux équipée. Elle repensa à tout le chemin parcouru depuis la nuit où ils avaient découvert que Miller essayait d'exécuter Max. C'était un souvenir qu'elle peinait à chasser, mais l'espoir avait fini par l'emporter sur la douleur. Sans Max et Emma, cette région aurait peut-être continué de vivoter sous la coupe d'un shérif corrompu. Soudain, des rires attirèrent l'attention de la docteure. À l'autre bout de la cour, Mark s'occupait d'installer un nouveau panneau peint à la main. Refuge Emma et Max. On soigne, on aime, on protège. 2 bénévoles l'aidaient à le fixer solidement. On les entendait plaisanter sur le fait que Mark était devenu l'homme à tout faire du refuge. Plus d'une fois, Mark avait confié à Thomas qu'il cherchait dans cet engagement une forme de rédemption. « J'aurais pu parler plus tôt, j'aurais pu éviter tant de souffrances », répétait-il parfois avec amertume. Mais Thomas, comme Sarah, lui avait pardonné, car il avait fini par risquer sa propre liberté pour dénoncer ce qu'il savait et sauver Emma et Max. Tandis que le panneau était tissé, Emma applaudit joyeusement. Max, comme s'il sentait la liesse ambiante, poussa un aboiement clair. Depuis que le chien s'était remis de sa blessure par balle, il avait recouvré sa robustesse physique, même s'il restait une légère boiterie. Son regard, quant à lui, étincelait d'une loyauté indéfectible envers Emma, celle qu'il avait sauvée et qui, du haut de ses 6 ans, lui avait rendu sa dignité d'animal. On n'effaçait pas les cicatrices d'un abandon si brutal, mais au moins, elles ne le définissaient plus. Et quand Emma s'approcha de lui pour une énième caresse, il posa sa large tête sur ses genoux, comme en un remerciement silencieux. Au coucher du soleil, le ciel se para de teintes orangées et violettes, reflétant sur le lac, des couleurs presque surnaturelles. À la cabane, non loin de là, Thomas disposa quelques chaises de jardin autour d'une table rustique. Une douce odeur de soupe de légumes flottait, préparée avec les herbes fraîchement cueillies. Sarah, Mark et Emma, toujours accompagnés de Max, s'installèrent pour partager ce dîner simple, mais teinté de complicité.
Entre deux cuillerées, ils discutèrent du futur, agrandir le refuge pour accueillir les chats errants, préparer une journée porte ouverte pour inciter à l'adoption, et pourquoi pas instaurer un petit atelier d'éducation canine, où Emma pourrait initier les plus jeunes à respecter et comprendre les animaux. Pendant un bref instant, le regard de Thomas se perdit au loin. Il revit le visage de sa fille, la mère d'Emma, disparue trop tôt dans un accident tragique. Un pincement au cœur le gagna, songeant à ce temps perdu où il n'avait pas connu sa petite fille. Pourtant, il sentit aussitôt la chaleur d'une main minuscule se poser sur son bras. Emma s'était inquiétée de voir son air pensif. Il lui adressa un sourire ému. « Ne t'en fais pas, je repensais simplement à ta maman », dit-il tout bas. La fillette hocha la tête et comprit, à travers le silence complice, qu'ils la portaient tous deux dans leur cœur comme une étoile discrète, mais éternellement présente. Plus tard dans la soirée, quand le ciel devint presque noir, Marc proposa d'allumer un brasero à l'extérieur, sur un coin de terre dégagé. Les flammes dansèrent alors sous la voûte céleste, illuminant doucement les visages réunis. Un léger concert de grillons accompagnait la scène, tandis que Max, posé non loin du feu, surveillait sagement les silhouettes qui s'animaient au rythme des conversations. Il y avait dans l'air un parfum de bois brûlé et de renouveau, comme si tout ce qui avait été brisé se recollait lentement. Emma, fascinée par les étincelles, se laissa aller à rêvasser. Elle se remémorait l'instant précis où elle avait aperçu ce berger allemand transi, attaché à un arbre, et comment elle avait crié à Marc d'arrêter la voiture. Ce simple acte, fruit d'une impulsion sincère, avait bouleversé les engrenages d'un système corrompu. Elle prit une profonde inspiration et songea, après tout, il suffit d'un rien pour changer une vie. Son regard glissa ensuite vers son grand-père, Marc, Sarah et les bénévoles du refuge, se disant qu'au fond, ils formaient une drôle de famille, rassemblée par des liens inattendus. Mais n'est-ce pas dans ces familles de fortune que se trouve parfois la plus belle humanité? Thomas, lisant sans doute les pensées de sa petite fille, prononça à voix haute « C'est fou, pas vrai ?» Comme un seul geste de compassion peut rallumer l'espoir dans tout un village. Marc acquiesça, songeant qu'il avait failli faire l'inverse, fermer les yeux sur les horreurs qui se tramaient. Il en éprouvait encore de la culpabilité, mais aussi un soulagement immense d'avoir été, au bout du compte, du bon côté de l'histoire. Sarah, elle, se sentait en paix. Après la perte de James Williams, elle avait cru ne plus jamais avoir confiance en la justice. Pourtant, Emma et Max lui avaient redonné foi en l'avenir, prouvant qu'aucun mal n'était irréversible si suffisamment de gens s'unissaient pour le combattre. Les heures filèrent presque sans qu'ils s'en rendent compte, et quand la lune fut bien haute, on éteignit doucement le brasero. On rentra à la cabane où chacun trouva sa place pour la nuit. Emma s'installa dans le salon, dans ce lit improvisé qu'elle avait désormais adopté comme le sien. Max se coucha à ses pieds, fidèle sentinelle, son museau touchant parfois la main de la fillette pour s'assurer qu'elle allait bien. Comme chaque soir, Emma embrassa son vieux lapin en peluche, désormais tout usé, mais qu'elle gardait comme un talisman, un lien intime avec sa mère défunte. Ses paupières devinrent lourdes, mais avant de s'abandonner au sommeil, elle murmura d'une voix douce « Bonne nuit, Max. Merci encore d'être resté avec moi. » Et le chien remua légèrement, émettant un son à mi-chemin entre le soupir et la caresse, comme s'il répondait « Moi aussi, je te remercie. » Ainsi, la grande maison de bois s'endormit dans un calme rassurant, bercée par la présence de cette étrange famille unie par les épreuves. L'épilogue n'était pas un clap de fin, mais une porte ouverte. D'autres chiens arriveraient, d'autres tempêtes surviendraient peut-être, mais jamais plus Emma n'aurait à faire face à la solitude et à l'impuissance. Avec Max à ses côtés, et le soutien de Thomas, de Sarah, de Marc et de tant d'autres bonnes volontés, l'enfance d'Emma se poursuivrait sous le signe d'une force nouvelle, forgée par la compassion et l'amour de la vie. À vous qui écoutez cette histoire, rappelez-vous que l'action la plus anodine peut devenir le geste fondateur d'un changement immense. Emma et Max en ont fait la preuve. On peut être petit et sans ressources, mais porter en soi le courage de tendre la main à une créature abandonnée. Quand on protège les faibles, quand on s'érige contre l'injustice, même sans fanfare, on sème les graines d'une floraison inattendue. Parfois, dans la neige la plus froide, il suffit d'un seul souffle de compassion pour ranimer une âme et, ce faisant, rebâtir tout un village. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette aventure, sans oublier de préciser de quelle ville vous nous suivez. Que l'esprit d'Emma et de Max continue d'inspirer chacun d'entre vous à faire la différence là où vous êtes.